What do you see? Keep your eyes open. Yeah, I can see that. Look me in the eye. Look me in the eye. C'est aux yeux, Chico. Il ne ment jamais, l'œil. Do you want to see your girls again? You want to see it? See that? I can see that. De ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous dans le 7e œil, un podcast cinéma dans lequel on décortique chaque mois une question autour d'un thème précis. Pour converser, échanger et débattre autour de 4 films, je suis comme chaque mois avec Dorian. Coucou. Et Gauvin. Salut. Et ce mois-ci, je suis particulièrement ravie d'avoir parmi nous Olivier, avec qui on a déjà échangé dans un podcast précédent. Olivier, comment ça va ? Ça va extrêmement bien. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire ce que tu fais dans la vie et éventuellement ton rapport au cinéma et au thème du mois, donc le deuil au cinéma ? Alors, je suis romancier et scénariste sans succès. J'ai une agence néanmoins. Et je fais un podcast également qui s'appelle Interséance. En ce qui me concerne par rapport au cinéma, je suis cinéphile depuis que je suis tout petit. Mon père m'a montré le Fellini, Tarkovsky et Bergman quand j'étais petit. Et depuis, je suis accro. D'accord. Est-ce que tu entretiens un rapport particulier au deuil au cinéma ? Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse, qui te parle ? Bien sûr, bien sûr. Mais je ne dirais pas que c'est mon sujet fétiche, mais un de mes films préférés, c'est After Sun, et je vais en parler. Et c'est ce film-là qui a été, en tout cas la séance de ce film, qui a été le moment catalyseur, qui m'a fasciné par rapport à ce sujet. On verra dans la problématique en quoi c'est tellement intéressant et difficile de le rendre au cinéma. Ainsi, je trouve que c'est encore plus intéressant d'y explorer. Et en plus, c'est quelque chose d'universel et les sujets qui sont véritablement difficiles et intolérables sont ceux qui sont peut-être le plus intéressants à montrer dans l'art parce que ça permet de le disséquer et de le rendre encore plus tolérable pour beaucoup de gens. Ok, très bien. Permet de le sublimer d'une certaine manière. On a hâte de t'entendre sur After Sun. Thank you. Alors, donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on se réunit autour d'un sujet difficile qu'on a plus ou moins choisi ensemble, Olivier d'ailleurs, en brainstorming, puisqu'on voulait t'inviter depuis un petit moment et qu'il fallait trouver un thème adéquat. On a décidé donc de parler de la représentation visuelle du deuil au cinéma, un sujet assez dur, pas très rigolo, mais un sujet universel, qui est l'acceptation de manière générale d'une nouvelle tragique. Faire le deuil, c'est vivre avec la douleur. Cette douleur peut prendre plusieurs formes, c'est pourquoi on ne va pas se limiter au sens premier du deuil, soit le décès d'un proche. On va aussi inclure le deuil d'une relation, notamment amoureuse. Une souffrance bien différente, mais qui a tout autant, voire davantage, inspiré bon nombre de cinéastes pour l'écriture et la réalisation de leurs films, et qui suit exactement les mêmes étapes de la douleur vers l'acceptation. La fin de l'amour comme l'arrivée de la mort passe par le choc, le déni, la colère, la tristesse, le marchandage et l'acceptation. Pas dans cet ordre forcément, mais on le verra. Pour analyser cette douleur humaine prenant plusieurs visages, on a donc sélectionné 4 films. 4 films autour du deuil, de la souffrance, de la mort et de l'amour. Pour évoquer le deuil au sens premier, on va parler du très littéral A Ghost Story de David Lowery, ainsi que du très subtil mais magnifique After Sun de Charlotte Wells. Et pour parler du deuil d'une relation amoureuse, on va analyser la vision de Wim Wenders avec son splendide Paris, Texas, et celle de Spike Jonze dans cet ultime film mélancolique, Her. Comme souvent, on a inconsciemment scindé notre corpus en 2 blocs distincts pour répondre le mieux possible à la problématique du mois. Comment représenter le deuil, sentiment intérieur, éminemment invisible, à travers un art aussi visuel que le cinéma. On va essayer de décortiquer ce paradoxe propre au cinéma, un art très visuel qui passe son temps à représenter des choses habituellement invisibles. Enfin, ce n'est pas si simple. La douleur peut se lire sur un visage, mais est-ce qu'un film se limite à la performance d'un acteur pour parler d'un sentiment ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et pour entamer cet épisode du 7e œil, je propose qu'on commence par le film le plus net dans sa représentation visuelle du deuil, puisque la mort prend la forme classique du fantôme dans son drap blanc, A Ghost Story de David Lowery. When I was little, we used to move all the time. On suit d'abord un couple, heureux et épanoui, emménageant dans leur nouvel appartement. Tout va bien jusqu'au jour où l'homme meurt dans un accident de voiture.
Il réapparaît en fantôme dans sa forme la plus figurative, sous un drap blanc. Il erre dans la maison et rend visite à sa femme en deuil. Il comprend peu à peu que, dans ce nouvel état spectral, le temps n'a plus d'emprise sur lui. Condamné à ne plus être que simple spectateur de la vie qui fut la sienne, avec la femme qu'il aime, et qui toutes deux lui échappent inévitablement, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps et la mémoire. The Ghost Story, c'est le film de Dorian pour cet épisode. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? C'est grâce à toi aussi que j'ai choisi, parce que de base, C'est vrai. j'avais pensé à Midsommar. T'es un petit peu influencé. Oui, bah heureusement. Mais c'est vrai que j'avais oublié que Ghost Story, c'est un film que j'ai adoré et qui m'a énormément touché pour une raison aussi que vous connaissez tous, c'est la thématique principale du film qui est le temps. Forcément. Le temps. Bah, On alors a fait là, un épisode sur on le a sujet. fait d'ailleurs. littéralement avec Interstellar au cas où. Et évidemment, je vais être obligé de reparler du temps pour ce film parce que pour parler de la problématique, David Lowery se sert du temps pour parler du deuil, il se sert de la poésie pour parler du deuil, rien que pour le design du fantôme. Là, on n'est pas dans un esprit fait pour faire des jumpscares, c'est vraiment juste un drap blanc, 2 petits trous noirs pour l'emplacement des yeux, et c'est tout. Et justement, cette représentation est très poétique. Et ça va être enfin comment dire, il va errer aussi d'une manière poétique et toute sa mise en scène qui va graviter autour de cet esprit, va être fait pour nous plonger dans cette poésie du deuil et du temps. On aura évidemment cette mise en scène qui sera très épurée, des plans longs, des plans en séquence, des plans fixes qui vont durer, qui va être de sorte à nous offrir une contemplation assez grandiose. Évidemment, il y aura très peu de dialogue, très peu de mots, justement, qui va contribuer à la poésie. Mais quand même, David Lowery, on sent qu'il aura besoin de mettre certains mots pour parler de son discours du temps. Avec, dans cette soirée, l'homme, c'est l'un des seuls moments où on parle vraiment, c'est le monologue de cet homme, qui est très intéressant et qui nous fait un discours sur la croyance, sur l'immortalité. Et on ressent à travers ce dialogue que David Lowery vraiment nous expose un monde assez pessimiste, justement de nous dire que tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras faire tel ou tel enfant, tu pourras construire, bâtir ce que tu veux, tout disparaîtra, c'est comme ça, tu pourras rien y faire. Et c'est pessimiste, mais de l'autre côté, c'est assez, pas rassurant, mais ça nous fait relativiser sur tout ce qui nous importe, tout ce qui nous attache. Et je trouve ça très intéressant de nous parler sincèrement, de manière crue, tout simplement, surtout quand l'homme, à un moment donné, dit vous voulez avoir des gosses, ils vont mourir. Voilà. Ça, c'est de manière très crue quand même de nous parler de la vie, mais c'est réel. Du coup, le deuil sera vécu à travers 2 personnages. Donc, ils n'ont pas de nom. Hein. C'est du coup Rooney Mara et Casey Affleck. Où vraiment, Rooney Mara, on va le suivre le sien, surtout au début, moitié de film. Et vraiment, on va suivre son deuil qui sera très compliqué à vivre, évidemment. Et son deuil va plus ou moins s'achever ou va être libéré quand elle va partir de cette maison, qui sera le seul lien qu'elle aura avec Casey Affleck. Où là, Casey Affleck, il aura plus... on va suivre son deuil beaucoup plus longtemps. Parce que David Lowery va surtout nous plonger dans un voyage du temps, mais aussi... Enfin, c'est littéralement un voyage du temps, mais vertigineux, carrément. Là, on peut vraiment parler du vertigineux quand on parle des grandes tours, où vraiment, il est complètement enfermé dans ce temps et il n'en voit pas le bout. Et la mise en scène, la mécanique de David Lowery qu'il emploie, est, je trouve, très, très, très habile. Parce qu'en fait, il parle du temps qui file à toute vitesse en utilisant des plans longs, en ralentissant le temps. Et ça, c'est trop intelligent de faire un paradoxe dans sa mise en scène. Quand par exemple, on a des moments positifs, quand ils sont tous les deux enlacés dans le lit, c'est des plans qui se fixent, qui sont très 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 longs. Mais il continue à parler du temps qui passe. La scène principale aussi, pour moi, c'est quand Rooney Mara mange une tarte pendant je sais pas combien de temps. Cette scène est purement viscérale, purement monstrueuse et tout ça. Mais pour parler, d'ailleurs, le plan que tu as choisi. c'est le plan que j'ai choisi. Et viscéral mais on parle vraiment, si tu veux parler du deuil, tu regardes ce plan et tu comprends la souffrance. T'as pas besoin une scène ou un plan, tu comprends la souffrance, tu comprends le deuil, tu comprends tout. Et c'est justement, comme tu dis, Nina, que j'ai choisi ce plan parce que pour moi, c'est le plan, la scène qui exprime le plus le deuil du film. D'accord. Donc en fait, pour toi, la représentation visuelle du deuil, ou en tout cas la représentation cinégénique ou cinématographique du deuil dans ce film-là, elle se fait par cette utilisation du plan séquence et cette utilisation de mettre en parallèle le temps
avec le deuil. C'est ça. Et même la manière dont c'est représenté, le paradoxe de toujours nous mélanger des plans longs avec le temps qui passe. C'est un paradoxe en fait qui Ouais, mélange ouais. tout le temps. De rendre relatif Exactement. le temps diégétique, enfin le temps dans Ouais. le film, pour C'est- nous le faire nous ressentir comme étant plus long. Évidemment, la fin où j'aime bien les fins justement où ils nous expliquent pas tout, où ils nous laissent dans une fin ouverte, où ils nous disent pas tout, parce qu'on n'est pas censé tout savoir à la fin d'un film. C'est justement la fin du deuil, qu'on peut appeler ça, où l'esprit est libéré, avec ce petit message qu'aurait adressé Rooney Mara et que l'esprit de Casey Affleck aurait lu, Ok. simplement. Toi, Gauvin, tu as peut-être un lien aussi avec le temps que tu as envie de mettre en parallèle avec le deuil aussi. Moi, c'est pas ce qui m'a le plus marqué perso dans le film. D'accord. Moi, ce que je trouve assez amusant dans ce film, c'est qu'il y a pour moi deux deuils et un qui est beaucoup plus subtil, enfin beaucoup plus, pas tant que ça, mais quand même plus subtil que le premier. Au départ, on a vraiment le film qui s'appelle A Ghost Story, on suit l'histoire d'un fantôme et tout, donc on voit tout de suite la mort, enfin comme étant un premier deuil. Et en fait, étant donné qu'on suit le personnage du fantôme, pour moi, la mort, c'est pas le deuil qu'on va vivre. Pour le coup, j'ai plus l'impression de voir l'histoire de quelqu'un qui vient de se faire plaquer par sa meuf, surtout qu'à la fin du film, on apprend qu'elle n'était pas si heureuse que ça, finalement, sa femme. Et on le voit, lui, vivre le fait que cette femme va devoir avancer. En fait, elle vit la rupture, elle vit le fait d'avoir un nouvel homme dans sa vie, enfin, même si on le voit très brièvement, voilà. Et étant donné que ce fantôme existe, pour moi, on vit pas forcément le deuil de la mort du personnage. Beaucoup plus ce deuil de l'amour, et qu'on va retrouver dans les autres films après de la sélection. Ok. Et toi, Olivier, est-ce que tu as Je suis quelque chose à parfaitement ajouter? d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Il y a plusieurs couches à ce film et on peut parler du deuil de la mort, aussi de la rupture d'amour. Ça peut être vu comme ça. Ça peut aussi, même avec son côté métaphysique, presque à la Tree of Life, parler du deuil non par le point de vue seulement des gens autour de la personne décédée, qui est parfaitement rendu, qui est notamment avec la scène où elle est assise dans sa cuisine en train de manger une tarte pendant 2 minutes, qui rappelle énormément. Plus. Beaucoup plus. Oui, beaucoup plus en fait. Pardon, ça fait très longtemps que j'ai vu le film, mais qui rappelle les plans de Michael Haneke, qui adorait filmer la violence, soit physique ou psychologique, d'une distance. Mais aussi, non seulement est-ce que ça va explorer le deuil de Rooney Mara, qui est connu comme M dans le film, mais aussi de C, c'est-à-dire de Casey Affleck. Et ça, c'est très intéressant de montrer le deuil de la personne qui est décédée. Exactement, ouais. La personne qui va être nostalgique, et je ne connais pas exactement le mot, mais mourning. Mélancolique. Oui, la mélancolique, mais être en deuil de sa propre vie. Et c'est fascinant à quel point ça le montre. Ça le montre dans un niveau métaphysique extrêmement symbolique. On sait qu'au début, mais aussi viscéral, parce que c'est la perte de contrôle. C'est ça le deuil, c'est d'être complètement submergé par une émotion viscérale que l'on ne contrôle pas, qui est montrée avec le début du film. Si je m'en rappelle bien, leur conflit, c'est par rapport à la maison. Rooney Mara, qui a voyagé beaucoup, veut partir. C'est intéressant, c'est elle qui est vagabonde, et lui veut être raciné dans cette maison. Et ensuite, il va voir cette maison être en train de complètement changer. Cet endroit qui est bucolique dans la nature va être transformé en skyscraper. Et donc c'est ça, c'est une manière qui est complètement symbolique et cérébrale, mais en même temps viscérale. Et ça, c'est fascinant. Mais on peut en parler pendant très longtemps, mais je vais rester succinct. Mais en vrai, je trouve ça intéressant parce que tu as parlé d'un truc qui était la perte de contrôle. Et notamment dans le couple, il y a peut-être de temps en temps cette question qui se pose de quand l'un d'entre nous deux va partir, est-ce que l'autre doit refaire sa vie? Et en fait, ce débat, il se pose pour une relation amoureuse, mais aussi du coup, dans ce contexte-là, de l'évolution de cette maison. C'est quand je serai plus là, j'aurai plus aucun contrôle sur ce que va devenir ce lieu, et j'espère qu'il va rester tel qu'il est. Comme j'espère que, au fond de moi, même si j'aimerais que tu refasses ta vie, bah, j'ai un peu envie que tu la refasses pas, quoi. Et cette maison, bah, elle avance, quoi. Ça pose une question absolument fascinante que je pense nous hante tous. Dans la mesure où, imagine que tu meurs
et tu as une femme ou une copine ou quelqu'un comme ça. Et en plus, tu peux la voir, imaginons. La douleur extrême que cette personne va subir est la preuve de ta valeur. Oui. Si la personne n'est pas en train de souffrir, si la personne que tu aimes n'est pas dans une douleur exquise, d'une certaine manière, c'est une insulte à toi. En revanche, tu n'as pas envie que cette personne souffre. D'une certaine manière, tu aimerais que cette personne soit heureuse, que leur vie ne soit pas définie par la tristesse et par le regret. Mais en même temps, si cette personne arrive à refaire sa vie, donc trouve un nouveau partenaire, et là on est heureux et bon, c'était très triste ce qui est arrivé à mon partenaire, mais bon, il faut parfois laisser les choses partir. Eh bien, ça veut dire que tu as eu une deuxième mort. Parce que la fin du deuil veut dire que on t'a un peu oublié. C'est ce que disait Hemingway, on a deux morts. C'est quand notre cœur arrête de battre, et ensuite quand les gens nous oublient. Certaines personnes, par contre, ne meurent jamais et sont immortelles, tels César et tout, les gens qui restent dans les anneaux de l'histoire. Mais toi, petit individu, ça ne va pas être le cas. Et donc ça pose un paradoxe de l'existence qui, je trouve, est absolument fascinante. Une question auquel il n'y a pas véritablement de réponse. Mais comme disait Dorian, comme cet extrait du film, où justement on nous parle du fait que tout est voué à la destruction, tout le monde finira par mourir une deuxième fois, même si ça annonce la fin de l'humanité. Enfin, au bout d'un moment, il n'y aura plus de livre d'histoire et il n'y aura plus personne pour se rappeler quoi que ce soit. Donc c'est juste, encore une fois, comme tu disais Dorian, une question de temps en fait. Exactement. Si on résume peut-être tout ce qui a été dit pour répondre à la problématique, parce que là il y a plusieurs éléments qui ont été abordés, donc déjà encore une fois ce que tu disais sur les plans séquences d'Orient au début, et ensuite le temps, c'est vraiment le mot-clé par rapport à ce film pour parler du deuil, mais le temps il est aussi exprimé d'une autre manière. Olivier, tu parlais du coup de cette évolution de la maison qui devient un building, qui redevient une espèce de terre nue conquise peut-être aussi par les pionniers au début de l'histoire des États-Unis, etc. Donc on le voit visuellement de cette manière-là, on le voit visuellement, pas visuellement, mais d'une manière très propre au cinéma, donc par le plan séquence, par le moment où on allume la caméra jusqu'au moment où on l'éteint. Et donc c'est marrant parce que c'est un film qui à la fois représente extrêmement, de manière, ce que je disais au début, de manière très figurative la mort, donc à travers un fantôme, et qui montre de manière visuelle et plus généralement de manière cinématographique le deuil du plus grand nombre de manières. J'ai l'impression que c'est le film qui fait une sorte déjà de synthèse, alors que c'est le premier film qu'on aborde, sur la manière de représenter le deuil au cinéma. Mais c'est peut-être assez différent dans le deuxième film qu'on va aborder. Je me permets de faire une transition maintenant, parce que j'ai l'impression que tout a été dit. Ouais. Mais on va peut-être l'aborder d'une autre manière, puisqu'on parle plus de mort, mais on parle d'amour et de deuil d'une relation, dans le film Her de Spike Jonze. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. Dans un futur proche, à Los Angeles, Theodore Twombly travaille comme écrivain public pour l'entreprise BeautifulHandwrittenLetters.com, qui propose à ses clients des lettres sur mesure, lettres amoureuses ou célébrant des événements de toutes sortes. Theodore est en instance de divorce depuis près d'1 an et il continue de remettre au lendemain la signature des papiers. Un jour, il installe sur son ordinateur un nouveau système d'exploitation pourvu d'une puissante IA, conçu pour s'adapter, apprendre et évoluer, doté d'une voix féminine et s'étant choisi le prénom Samantha. Peu à peu, au fil de leur profonde discussion, Theodore et Samantha tombent amoureux. Donc ça, c'est le film que tu as choisi, Gauvin. Ouais, je trouvais ça très intéressant, même si après j'ai trouvé A Ghost Story encore plus passionnant, mais je trouvais ça très intéressant de parler du deuil dans un film qui, au premier abord, va plutôt parler d'une relation amoureuse que du deuil de celle-ci. Et du coup, je trouve qu'on peut rebondir vachement sur ce qu'on a dit par rapport à A Ghost Story, sur le fait que la relation ici est un peu avec un fantôme, en réalité. Le personnage principal vient de vivre une rupture amoureuse, et si on enlève tout le côté science-fiction, qui au final n'est pas tant science-fiction que ça, puisque c'est ce qui arrive aujourd'hui réellement, mais on a ce gars qui, dans son deuil, va s'imaginer une relation amoureuse. Donc même si là on a quelque chose de concret vis-à-vis d'une IA, voilà, si on enlève ça, c'est un gars qui tombe amoureux de rien en fait, tombe amoureux d'une idée, tombe amoureux de quelque chose comme ça qui, en plus de ça, n'est pas ce qu'il pense être, puisque spoil,
À la fin du film, on apprend que cette personne, enfin cette IA, a d'innombrables vies, d'innombrables rencontres à son actif, et que la facette qu'elle montrait à Théodore n'est qu'une de ces innombrables facettes. Donc voilà, on a quelque chose de très fictif qui se crée. Ce que je trouve intéressant dans la façon dont a été montré le deuil dans ce film, c'est notamment le fait que, comme avec un fantôme, on n'a rien pour se représenter cette relation amoureuse entre Théodore et son IA. Donc tout va se jouer sur la couleur de l'image, l'ambiance qui s'en dégage, le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix qui est quand même fabuleux. On est sur une interprétation personnelle de tout ce qui va se passer, puisque rien nous est montré droit devant les yeux. Donc tout va à la vibe. Ensuite, donc là, ça nous aiguille pas trop sur la façon dont est traité le deuil dans le film, parce que voilà, encore une fois, c'est plus une relation amoureuse. Mais si on prend encore une fois le fait que ce soit quelque chose de fictif, et d'ailleurs, on a cet échange entre Théodore et son ex-petite amie sur t'es en train de taper ton ordi, en gros. En réalité, il passe par toutes les phases du deuil dans cette relation amoureuse. Il va avoir énormément de chagrin, de déni, notamment au moment où Samantha lui propose un corps avec lequel vivre toute cette aventure de manière plus réelle. Il n'accepte pas du tout l'idée. Et je pense que c'est un premier pas pour nous dire qu'il n'est même pas prêt pour une relation amoureuse. Il est toujours à s'imaginer, bien que ce soit de l'amour à proprement parler, que c'est quelque chose de faux. Je sais même pas s'il y croit lui-même, en fait. Quelque chose de bizarre même, parce que je pense que c'est le moment où tu te rends compte qu'il y a une limite. Ouais. Là, je pense qu'il a trouvé sa limite au moment. D'ailleurs, la scène, on l'a retrouvée dans Blade Runner 2049, c'est la même, où vraiment on prend le corps, mais en vrai, je pense que ce genre de moment, c'est la limite du bizarre, en fait, de ce qu'il est en train de faire. Il se rend compte que c'est pas normal, c'est bizarre. Parce que t'as une femme, tu ne l'as jamais vue, et tu vas faire comme si tu la connaissais. Et en plus, dans le moment intime, en plus. Ça fait un peu penser à quelqu'un qui, dans son deuil amoureux, voudrait revivre une relation au plus vite avec n'importe qui, histoire de ressentir les mêmes sensations qu'il a pu ressentir. Et prendre une personne en se faisant une idée, en se disant elle va être comme mon ex, ça va être tout aussi bien et tout. Et au bout d'une journée passée avec elle, une semaine passée avec elle, se dire mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je revis une situation de couple que je revis la même chose. Et c'est pas ce que je veux, en fait, parce qu'il est encore dans son deuil. Et ce que je trouve intéressant, donc j'ai choisi une scène qui est toute bête, mais qui en fait est... Enfin la fin, comme dans beaucoup de films, la fin c'est assez marquant. Et c'est le moment où il se retrouve avec son ami, avec qui, du coup, si je me souviens bien, il a eu une aventure il y a très longtemps. Et elle aussi s'est retrouvée dans cette situation de deuil de sa précédente relation avec une IA. Enfin, voilà, c'est pas la même histoire qui s'est passée, mais il y a eu des similitudes. Et en fait, les deux se retrouvent à la fin dans une sorte d'apaisement de... il s'est passé ce qui s'est passé, on n'est pas plus heureux, on n'est pas plus triste, on a juste grandi. Et un peu comme dans un deuil, à la fin... on n'oubliera jamais, on va forcément avoir ça qui nous aura changé d'une manière ou d'une autre. Mais quand on arrive à la fin de ce deuil, en théorie, on n'est pas plus triste qu'on a pu l'être, quoi. On est juste apaisé quelque part, dans le meilleur des mondes. Après, je trouve le film assez cruel, surtout quand on a le reveal du fait qu'il a réussi progressivement à... Il est toujours dans son étape du deuil et tout ça, mais il n'a pas accompli son deuil, mais il s'est rattaché quand même à la voix. Et que du coup la voix lui révèle que c'est pas vraiment réel. Là, je trouvais ça à ce moment très cruel, même si à la fin t'as quand même ce moment où il retrouve son ami. C'est un film qui parle beaucoup de solitude, qui parle de misère sexuelle aussi, et même dans sa forme, dans son fond, qui est très intéressant. Parce que Spike Jonze, on a vraiment ce côté intelligence artificielle pour la forme, c'est-à-dire tout ce qui englobe le film, les couleurs qui sont pas très naturelles, c'est très pastel, très c'est pas très réaliste. Et l'intelligence, ce qui est le fond justement de cette IA qui de base est un robot, il le sait que c'est un robot, Joaquin Phoenix au début, mais en fait c'est déroutant de se rendre compte à quel point elle devient humaine, à quel point cette voix semble réelle. Et c'est horrible aussi de se rendre compte à quel point il tombe, Joaquin Phoenix, dans ce piège. Enfin, c'est pas vraiment un piège, mais il tombe dans justement sur ce qui lui manque. Il permet de combler ce manque qu'il a perdu, tout simplement.
Et c'est pour ça que c'est cruel, parce que là on parle aussi de dépendance affective, de dépendre de quelqu'un, de dépendre d'une voix, ce qui est encore plus effrayant. Parce que en fait, quand tu écoutes la voix, quand tu vois la relation, tu dis mais en fait c'est très réaliste, c'est très réel. C'est pour ça que je trouve que la fin est cruelle, mais avec de l'espoir plutôt. Pour moi, c'est pas tant cruel parce que, en fait, même si on a l'impression que le film parle de plusieurs personnages tout du long, quand on remet ça dans un contexte de c'est une IA, en réalité, on suit un personnage qui est seul. Et de par son expérience traumatique et de par l'expérience traumatique qu'a aussi vécu son ami, au final, à la fin, il se retrouve à deux. Et ça peut paraître bête, mais même si c'est que de l'amitié, même si c'est que de la compassion, il y a l'espoir. pour moi, c'est pas de l'espoir, c'est vraiment une solution. La solution face C'est à cette solitude. c'est la fin de la solitude. C'est ça. parce Pour moi, que vraiment, ils sont Ouais, enfin deux. Mm. Et même si c'est pas une relation amoureuse ou quoi que ce soit, c'est un moyen pour deux personnes qui ont passé je ne sais combien de temps à parler à une intelligence artificielle de pouvoir échanger entre humains, quoi. c'est une D'ailleurs, il y a façon de faire son deuil finalement, parce que, Dorian, tu parlais de solitude, mais c'est aussi un des mots-clés de cet Bah, du épisode-là, deuil, ouais. parce que Oui. le deuil, c'est la perte de quelqu'un, que ce soit la perte, le décès ou la perte de son partenaire. Et donc c'est le fait de se retrouver seul. Donc c'est aussi un sentiment qui est très égoïste, et fatalement, puisque du coup tu te retrouves face à tes émotions, face à tout un tas de trucs. Et donc dans Her, ça on l'a pas dit, mais on l'a plus ou moins, j'ai l'impression, effleuré, c'est qu'il y a deux deuils. Il y a effectivement Oui. le premier deuil de la relation amoureuse avec une femme réelle, et le deuil de cette deuxième relation qui était un peu une relation pansement, parce qu'il lui permettait aussi de se remettre petit à petit de cette relation dont il n'a jamais réussi à se remettre. Donc là, si on essaye peut-être de rejoindre sur la problématique, je trouve un peu plus difficile d'y répondre, même si effectivement visuellement, Dorian, tu le disais, c'est très artificiel, c'est très aseptisé aussi. Mais il y a quand même, je trouve, une différence dans certains plans au niveau de l'utilisation de la lumière et de la couleur. Quand tu vois tous les flashbacks entre le personnage de Théodore et son ex-femme, c'est très lumineux, c'est très blanc. Mm. On est idolâtré. envahi, ouais, c'est Il idolâtré. n'y avait pas mais de son, vraiment pour vraiment avoir Ouais, ce aussi. côté Et on souvenir. est vraiment dans sa tête et on est envahi de lumière. Et puis, ça reste un film qui est très lumineux tout du long, mais qui est effectivement plus pastel. Les couleurs sont un peu plus passées. Sur le reste, il y a quelque chose de très. Je sais pas, moi, le film me fait toujours penser à du bois. Enfin, au niveau oui. de la texture, au niveau des couleurs, Tout c'est très. est lisse, genre, c'est très ouais. boisé, c'est très. Je sais pas, il y a à la fois c'est lisse et en même temps quelque chose de très organique. Quand même, c'est un futur proche assez idyllique et assez organique. On voit pas que c'est pollué, par exemple. Ouais, tu bien vois. sûr. Il y a un truc un peu naturel comme ça. Mais pour moi, il y a aussi quelque chose visuellement qui est très très marquant et qui est totalement en opposition avec A Ghost Story. C'est que comme là, on s'intéresse non pas à la personne qui est morte ou qui est partie, mais à la personne qui y reste, même si on a toujours l'impression qu'il est accompagné, que voilà, grâce à cette voix qui est tout le temps avec lui et tout, on le ressent jamais vraiment seul. Mais en fait, visuellement, quand on se concentre juste sur l'image, le gars est Ouais. tout le temps tout seul. Alors que dans A Ghost Story, même si c'est un fantôme, il voit plein de gens. Il y a aussi cet autre fantôme dans l'autre maison qui permet d'avoir une sorte de relation malgré tout. Il est pas seul, c'est les autres qui sont seuls. Alors que Ouais, là, et encore, vraiment, il y a beaucoup de monde autour de lui, mais personne ne le voit. personne ne le Donc voit. ça, et je trouve que ça accentue un aussi. peu à la Jack Frost quand on a parlé des 5 Oui, c'est légendes, ça, voilà, ouais. il y a ce côté-là. Complètement. Mais pour moi, la solitude est encore plus forte quand on prend un peu de recul sur ce film. Parce qu'en fait, si on se met à sa place, le gars il passe son temps à regarder son mur, à regarder son plafond, à regarder le sol. Il a ses écouteurs dans les oreilles et il a rien Mais devant il est un lui, peu quoi. bloqué dans l'étape du déni, en fait. Ouais, totalement. Parce qu'il est visuellement seul, mais en même temps, lui, il se sent pas seul quand Ouais, il est. exactement. Ouais, donc c'est l'étape du déni, du deuil, elle est Puis il y a complètement présente. je reparle du temps encore une fois, mais vu que le temps, il a pas la notion du temps et que le temps pour lui file beaucoup plus rapidement qu'un être humain que Joaquin Phoenix, le temps est beaucoup plus douloureux parce que lui il le vit de manière linéaire en fait. Chose que ne vit pas le fantôme de Casey Affleck où vraiment il peut transpercer toutes les nappes temporelles sans forcément avoir ce côté très souffrance du temps qui passe et tu souffres avec ce temps, tu vois. Ouais, je vois. Oui, parce qu'en fait, les moments où il se passe rien sont des moments très importants aussi dans le deuil, alors que pour du coup, comme Casey Affleck, c'est ça? Ouais. Il n'y a pas du tout de moment de creux en fait. Ouais, c'est ça. Je vais aller. On l'entend. Ouais, vas-y. Toi, Olivier, est-ce que tu as autre chose à ajouter sur Her? Pour être honnête, Her ne m'a pas marqué énormément par rapport au deuil. Je n'ai pas trouvé que Spike Jonze a pu cristalliser l'émotion par rapport à ça. Mais néanmoins, le film touche à quelque chose d'intéressant, c'est
la raison pour laquelle on se trouve en deuil par rapport aux relations, très souvent. Le Samantha et son existence désolé, je vais faire l'intello un peu chiant, mais ça m'a rappelé de la théorie des formes. On en parlait dans le train tout à l'heure, et le monde des idées. Socrate parlait de plusieurs niveaux d'existence qui gagnaient en valeur. Et il y avait le monde des formes, le monde des ombres, le monde réel. Mais par-delà de ce monde, il y avait un monde qui était meilleur, qui était le monde des idées, qui est un monde intangible. Et c'est le monde, d'une certaine manière, que Samantha habite. Elle est dans ce monde qui n'est pas restreint aux formes. Et ça lui permet d'être comme Dr. Manhattan dans Watchmen, de faire l'amour et d'aimer plein d'autres personnes. Selon elle, c'est authentique. Ça, c'est une question intéressante. C'est un peu ambigu, est-ce que c'est de la vraie amour ou pas. Mais aussi, elle a la capacité à discuter avec un philosophe réincarné. À un moment, elle dit, j'ai oublié son nom, quelque chose Wilson, et elle le trouve tellement passionnant. Et en fait, c'est son intelligence. Ce n'est pas sa présence tangible, parce qu'elle fait partie de ce monde. Le personnage de Joaquin Phoenix, Theo, right? Lui, il vit dans ce monde matériel. Je regardais vite fait, le philosophe, c'est Alan Watts. Alan Watts, thank you. Lui, il vit dans le monde matériel. Et ainsi, il y a une incongruence et une dissonance entre ces deux mondes qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas véritablement vivre en harmonie. Alors pourquoi est-ce que ça explique le deuil? C'est que souvent lorsqu'on est en relation, je trouve que beaucoup de personnes vont créer une image, souvent chimérique, de leur partenaire qui va leur mettre dans ce monde des idées. Ou en tout cas, ils vont vouloir que ce partenaire appartient à ce monde des idées d'une certaine manière pour qu'ils n'ont pas besoin de gérer et tolérer le vrai monde. C'est ce que Rooney Mara reproche à Theo quand il se voit où elle fait « You're dating your computer? And it's because you cannot accept having a real woman. » À la fin, il arrive à faire ça avec Amy Adams. Mais c'est le véritable problème de Theo. C'est que dans ce monde qui est futuriste, mais presque utopique d'une manière bizarre, mais qui cache cette phase de l'isolation, en fait, il se trouve dans une situation, cette relation avec Samantha, c'est intéressant parce que c'est une relation que beaucoup de personnes ont avec des vraies personnes. Et ceci ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de deuil dans les relations et la raison pour laquelle les relations ont tendance à ne pas marcher. Je veux dire que c'est vraiment le côté idolâtre qui crée un problème, parce qu'en fait, on est amoureux de l'idée qu'on se fait de la personne. Puis même, on embellit toujours nos souvenirs. C'est un truc, c'est naturel. On embellit toujours tout ce qui est avant est toujours mieux. Alors que, en vrai, il y avait des trucs, des facteurs qui faisaient que c'était pas si bien que ça, en vrai. Ouais, ok. Il y avait Nietzsche, dans Par-delà du bien et du mal, avait dit qu'au final, c'est une de ses maximes, il dit qu'au final, on aime le désir qu'on a pour une personne et pas la personne que l'on désire. C'est très intéressant. Donc c'est pas simplement le fait d'idolâtrer la personne qui bien sûr est un problème, mais c'est le fait de vouloir un Samantha d'une certaine manière. C'est pas à 100% parce qu'on veut évidemment avoir un corps, mais néanmoins Samantha montre un véritable problème que les gens ont dans des relations, qui font en sorte qu'on doit... on est messed up. C'est pas une coïncidence que Théo, son boulot, c'est d'écrire des lettres d'amour. C'est un raptus. C'est une manière... Parce que c'est véritablement un romantique, mais il écrit pour d'autres personnes. Ouais. Et c'est des lettres idolâtrées. Tout est facile, c'est une lettre d'amour. Et il n'est pas prêt pour ça. Et à la fin, quand on lui brise le cœur, il arrive à se mettre avec Amy Adams. Et peut-être ce que Spike Jonze dit par rapport au deuil, c'est que même si le deuil est extrêmement douloureux, c'est dans la pire des humiliations et des abysses qu'on peut véritablement être confronté avec
nos problèmes. Il y a une raison pour laquelle le roi Arthur avait dit à ses paladins de chercher le Grail dans la partie des bois qui semble le plus sombre pour toi. Et Jung avait repris ça, c'était cette idée que la solution de ta vie, c'est dans l'endroit où tu as le moins envie de regarder. Oui. La douleur la plus extrême, la noirceur la plus abyssale. Et c'est par ce pèlerinage, par ce calvaire, que Theo arrive enfin à évoluer. Ainsi, Spike Jonze, en gros, il dit que le deuil, c'est nul, mais pas autant que l'on peut penser. Ouais. Non, mais encore une fois, effectivement, c'est une acceptation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une acceptation du manque, etc. Mais peut-être finir juste là-dessus, mais c'est très intéressant ce que tu as dit, Olivier, mais ça me fait penser à la dimension réaliste et autobiographique du film, puisque peut-être que vous connaissez cette anecdote, mais Spike Jonze répond à son ex-femme avec ce film-là. Ah, d'accord. Ah ouais, ok. Sofia Coppola, peut-être que vous connaissez. Ah bah oui. Yes. C'était ensemble. Ah ouais. Ils étaient mariés, ils ont divorcé, et pas très longtemps avec leur divorce, si je me trompe pas, Sofia Coppola réalise Lost in Translation avec, je vous le donne en mille, Scarlett Johansson, qui joue plus ou moins Sofia Coppola dans ce film-là, qui ressent une extrême solitude et qui se trouve face à un petit copain qu'elle n'arrive pas forcément trop à considérer comme une personne si proche d'elle que ça, et qui la laisse très seule, puisqu'ils travaillent, ils sont au Japon, elle est dans un endroit où elle est, qu'elle ne connaît pas, qui est très dépaysant, elle est seule, très seule. Et 10 ans plus tard, à peu près, puisque je crois que Lost in Translation est sorti en 2003, et Her en 2013, Spike Jonze répond à Sofia Coppola avec ce film-là où finalement la fin est une réponse en soi, puisqu'il explique avoir accepté j'imagine que ça peut se lire comme ça, mais accepter cette relation passée, ce deuil passé. Okay, donc c'est très marrant de regarder l'un après l'autre les films. Super intéressant. Parce que c'est des films qui sont très doux quand même dans leur manière de répondre l'un à l'autre. Il n'y a pas du tout de clash, quoi. Et Spike Jonze, il n'est pas en train de dire à Sofia Coppola qu'elle lui a brisé le cœur et inversement. Mais c'est très sincère, je trouve. Du coup, c'est assez amusant ce moment d'excuse qu'il a à la fin, du coup, Théo, de répondre à sa femme et lui dire qu'il est désolé pour tout ce qu'il a fait et tout ça. Ouais. Pour tout ce qu'ils ont vécu, même parce qu'ils sont tous les deux fautifs, certes. Donc, ouais, ok. Donc on voit pas le film de la même manière quand on fait ça. Je le savais pas la première fois que je l'ai vu, et là en le revoyant, en sachant cette anecdote-là, ça change pas mal de choses. Ouais. Voilà. Je vous propose peut-être qu'on enchaîne sur le deuxième film sur lequel on parle de deuil amoureux, donc Paris, Texas, de Wim Wenders. I knew these people. They were in love with each other. Travis, hey, have you seen Jane or talked to her? We thought you were dead, boy. Travis erre dans le désert texan comme en quête de quelque chose de mystérieux. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas donné signe de vie à ses proches. Après avoir appris la nouvelle, son frère Walt part de Los Angeles et vient le retrouver, mais Travis reste mutique, différent de la dernière fois que Walt l'a vu. Ils rentrent tous les deux à Los Angeles. Travis apprend que son fils Hunter va avoir 8 ans et qu'il vit désormais avec Walt et sa femme Anne. Travis ne va pas rester longtemps sans rien faire. Il part avec Hunter en direction du Texas pour retrouver Jane, la mère du petit garçon. Une quête vers l'inconnu dans laquelle on recolle petit à petit les morceaux d'un passé tourmenté. Paris, Texas, c'est le film que j'ai choisi pour cet épisode. Choix difficile. J'aime bien justifier un petit peu mes choix. Bon là je vais faire Dorian là. Ça va être le moment. Paris, Texas, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Je trouve que c'est un film extrêmement beau aussi, autant visuellement que du point de vue de l'histoire, que je trouve très touchante, et je trouve le casting assez exceptionnel. Harry Dean Stanton, c'est un acteur que je trouve très touchant, surtout dans ce film-là, qu'on voit pas souvent, mais qu'on voit plus quand il est plus âgé. J'ai l'impression dans beaucoup de films de Lynch, on voit souvent Harry Dean Stanton et Natasha Kinski, qui n'a jamais été aussi belle que dans ce film. C'est un film qui est très mystérieux. Pour parler du deuil, c'est assez obscur, peut-être que pour toi, Gauvin, qui l'avait pas vu au départ, ça a pu te paraître hors sujet au départ, je sais pas. Au départ, oui, mais parce que tu sais pas en fait. Ouais. Après, tu comprends très vite. C'est ça. Mais le film dure 2h30 et en fait, tu captes que ça va parler de deuil d'une certaine manière qu'au bout d'1 heure de film. Ouais. Moi, c'est vraiment c'est ce plan-là que j'ai choisi, donc je vais commencer par en parler directement. Mais c'est ce moment où Travis est donc à Los Angeles chez Walt et Anne et Hunter, et qu'ils se font une petite soirée Super 8 où ils regardent leurs vacances avec Jane, et que donc Travis, qui semble assez tourmenté de manière générale,
Enfin, il est dans une phase de sa vie très bizarre où tu sens qu'il y a des choses qu'il a oubliées, des choses qu'il a peut-être, pour se protéger, qu'il a préféré oublier, comme peut-être des éléments sur son fils ou sur son ex-femme. Et donc là, on voit leurs vacances où c'est exactement comme dans Her. C'est ce flashback extrêmement lumineux, c'est très chaleureux. Enfin, au niveau de l'étalonnage, c'est assez flagrant, quoi. Tout est très très jaune, comme on dirait qu'ils sont au Mexique. Et puis, et là, tu comprends quelques éléments. Tu comprends que c'est une relation très déséquilibrée. Tu comprends qu'elle était très très jeune quand ils se sont mis ensemble. Tu comprends que lui, elle était beaucoup moins. Et qu'elle était à peine majeure quand ils ont eu leur fils. Et tu comprends que ça a été du coup une relation directement déséquilibrée. Et donc le deuil de cette relation, il était assez inévitable, puisque c'était une relation qui devait prendre fin d'une manière ou d'une autre à un moment. Et en fait, c'est un deuil qui est impossible à faire au départ, puisqu'il n'y a pas de fin, et il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'étape de choc, puisqu'en tout cas, on ne le voit pas. Et tu sens que ça s'est fait de manière assez inévitable et assez tranquille, mais sans le moment de choc qui est censé être le déclencheur du deuil. Et moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, mais j'ai très envie de savoir ce que vous en avez pensé. Ce qui vous a marqué dans la manière de représenter le deuil visuellement, parce que je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse possibles, mais on y reviendra. Visuellement, je sais pas, mais le travail de la communication, c'est un film qui parle beaucoup de communication. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que Wim Wenders s'en sert pour toutes les étapes dont Travis parcourt. En fait, il nous montre ce que la communication peut détruire, les problèmes que la communication peut engendrer. Et justement, c'est ce problème de communication que pour Travis, c'est pas un problème. Parce qu'il le dit lui-même, quand il parle à Jen, que lui, il rêvait d'un monde sans langage. Et justement, on voit tout ce périple où il parle pas. Donc on rentre dans la communication où il refuse de parler. Ce qui est un problème quand justement son frère veut le ramener, veut communiquer tout simplement. Il veut savoir ce qui se passe parce que ça fait 4 ans qu'il a perdu, qu'il a aucune nouvelle de son frère. Il y a la communication qui revient justement pour justement le fait qu'il doit renouer avec sa famille, avec Hunter surtout, parce qu'il a un fils mais il le connaît pas. Et il va devoir apprendre à le connaître, apprendre à communiquer, et on va se rendre compte qu'il aura même du mal à communiquer avec lui, justement quand il se confie et qu'il est obligé de donner un enregistrement pour lui parler de vraiment ce qu'il a ressenti, ce qu'il ressent et pourquoi il en est arrivé là. Et le problème de communication arrive aussi, surtout avec Jen, avec les dégâts qui ont provoqué ce manque de communication. Déjà, visuellement, quand tu vois tout simplement qu'il y a une vitre qui sépare les deux et qu'ils sont jamais face à face, on les voit jamais face à face. C'est très visuel pour le coup. C'est très visuel. On les voit jamais face à face. Un autre symbole très visuel, c'est qu'il ne regarde pas dans les yeux. Il se retourne, son fauteuil est retourné. Il veut pas affronter son regard. Il le verra jamais. Et à l'intérieur de la conversation et de l'histoire, les problèmes de communication continuent. Parce que justement, à un moment donné, il reproche, il se rend dans une parano Travis de ça se trouve, elle me trompe. Et justement, ce genre de choses aurait pu éviter si la communication aurait été instaurée dès le départ. Et ces problèmes de communication engendrent toute la parano, tout ce qui va se passer, tout ce qui va découler vers le chaos total. Donc je trouve que le travail de communication qui travaille étroitement avec le deuil est hyper intéressant et hyper bien fait. Donc pour toi, l'absence de communication est synonyme de représentation du deuil dans ce film. Les deux sont étroitement liés en tout cas. Ouais. En fait, on se sert des deux pour développer le personnage de Travis. Déjà que c'est pas une personne qui aime parler ou qui a besoin de parler ou qui n'arrive pas tout simplement à parler. Mais du coup, se servir de la communication pour parler de deuil, c'est deux éléments qui sont étroitement liés, je trouve. Je trouve que même visuellement, du coup, ça se voit dans le fait qu'ils ont une différence d'âge. Parce que différence d'âge, c'est comme différence de culture, c'est comme différence de tout ce que tu veux, tu te mets à plus parler la même langue. Donc dès l'instant où on voit cette différence d'âge, on comprend que ils vont pas pouvoir se comprendre. Ils vont pas être sur la même longueur d'onde, en fait, tout simplement. Ouais. Toi, Olivier, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus ? Je ne saurais pas exactement ce que c'est, mais il y a une idée merveilleuse avec cette juxtaposition entre le désert aride et vide et le néon que l'on voit à travers ce film. Okay. Il y a quelque chose par rapport au fait que le désert va refléter
le deuil de Travis, qui est plus que laconique. Il devient complètement muette. Il ne parle même pas à son C'est frère. intéressant. Il y a peut-être une opposition même entre l'espace mental et l'espace dans lequel erre Travis, qui est énorme, qui est gigantesque, qui est le désert, Absolument. et l'espace de Jane, qui est une boîte, Exactement. qui est très étroite, qui est Avec peut-être une- aussi proportionnelle à leur expérience de vie, étant donné leur âge plus ou moins Exactement. avancé, quoi. C'est cette idée que le monde extérieur va être un reflet et même une extension du monde intérieur. Et c'est lorsque on commence à se trouver sur la route, sur le highway, avec la technologie, que Travis va commencer à parler. Son premier mot, c'est Paris. You know, et c'est comme un enfant et qui va réapprendre. Et ça explique que le deuil est une destruction de soi. Le deuil fait tabula rasa parfois. Et il va complètement détruire et on doit réapprendre à vivre. Et c'est ça la manière dont Wim Wenders va raconter cette histoire. C'est vraiment un homme qui va recréer sa vie dans la mesure où il commence à devenir adulte encore. C'est que ce qu'il a fait était quand même assez merdique. Il abandonne sa famille sans leur dire quoi que ce soit. Ils pensent qu'il est mort. Il abandonne son fils quand il a 3 ans. Ça a des ramifications. Ça peut avoir des conséquences très graves sur le développement de cet enfant. L'enfance, psychologique, c'est quand on ne comprend pas que nos actes ont des conséquences. Gagner en maturité, la vraie maturité, l'âge de l'adulte, c'est de comprendre que nos actes ont des conséquences. C'est la raison pour laquelle, quand un enfant commet un crime, il n'est pas jugé de la même manière, parce qu'on comprend que son cerveau n'est pas encore développé pour comprendre les conséquences. Et c'est ça qui compte vraiment. Et Travis va être réintégré à la société, va reapprendre à se sociabiliser, et va devenir un adulte à la fin, qui est d'accepter ce qui lui est arrivé et d'accepter sa propre faute. À la fin, il décide de partir, ce qui est un acte d'humilité incroyable. Et quand même, quand tu as Natasha Kinski devant toi, c'est pas très facile. Hein. Elle est quand même vraiment putain de belle. J'ai une photo d'elle dans mon salon. Ah, carrément. Ouais, de Sylvia Plath. Et donc, c'est ça la manière dont il arrive à représenter le deuil. Ce qui est intéressant, parce que normalement, classiquement, conventionnellement, la personne qui est en deuil est victime. Et là, sans jamais être moralisateur, sans jamais nous faire être pontifiant ni quoi que ce soit, en fait, c'est pas la victime. Il a merdé. C'est pas le prédateur, mais ce qui lui arrive. Donc, quand il va essayer de accompagner son fils de l'école à la maison, et le fils ne veut pas aller avec lui, il rentre dans la voiture de quelqu'un d'autre, il est triste, mais en même temps, tu l'as un peu mérité. Et il doit apprendre, c'est un chemin rédempteur, ce qui est très intéressant et original. Et je dirais enfin que ce mélange de néon et de désert, c'est ça que ça symbolise. Ces deux antipodes montrent son chemin. Yeah. Ouais, ça peut être vu comme ça, comme effectivement, moi je vois toujours ça comme une opposition entre deux mondes, entre deux façons de faire son deuil, hein, parce qu'elle aussi elle a eu un deuil à faire mais qu'on explore moins dans le film. Et puis bon, c'est peut-être un peu bateau de dire ça comme ça, mais pour moi c'est assez flagrant, et comme ça n'a pas été dit, je préfère le dire, c'est qu'elle est dans un truc très, c'est pas futuriste, mais comme elle est beaucoup plus jeune, elle est peut-être aussi beaucoup plus moderne aussi, de par peut-être le métier qu'elle fait, plus ou moins, ça peut être perçu comme ça. Notamment au Texas. Notamment au Texas, effectivement. Donc lui, il est dans quelque chose peut-être de plus à l'ancienne, il y a un truc un peu western, un peu, tu vois, c'est un papa américain, quoi. Et elle, c'est vraiment une très jeune femme américaine. Et je pense que même ils ont fait exprès dans les premiers plans où on voit que c'est une peinture. Ouais. Je pense que ça a été fait exprès. Wim Wenders aurait parfaitement pu... genre le mec a fait Wings of Desire, les ailes du désir. Il peut filmer un putain de désert.
il a fait la peinture pour faire cette référence au western Oui, bien sûr. et de montrer cette contraste. Très Ça, clairement. c'est pas Il mal. est fort, il est fort. Ah oui, il est fort. Et même jusqu'au point où le titre du film est presque un oxymore. Ouais, Paris, c'est vrai. Texas. Genre, on peut rentrer dans la culture des pays, de l'État et de la ville, mais ces deux lieux sont en opposition colossale. On n'a pas besoin de... Je pense que nos écouteurs le savent pourquoi. Ce qui est cette opposition. Yeah. Ouais. Non, c'est clair. Bah là, même si on. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter, mais je voulais peut-être passer sur la. Ouais, de toute façon, niveau timing, là, on est bien. On va parler Mais là, de John Wick maintenant. Ah bah non, c'est pas le bon thème. Ah non. Bah, le deuil. Mais, Ah non. Son chien. Ah non, ah oui, non. C'est mon film. Ah bon? Non, c'est pas Non. possible. J'ai pas vu, j'ai complètement vu. Mais c'est marrant parce qu'on a toujours des éléments de réponse assez différents quand même par rapport à la problématique qui elle-même est aussi plutôt oxymorique et enfin c'est une problématique qui se veut paradoxale. Et le film Paris Texas est aussi paradoxal. Mais du coup, on peut enchaîner sur notre dernier film qui est aussi donc le film choisi par notre invité qui est donc Aftersun. I love you. Love you. Sophie se remémore un épisode de son enfance, quelques jours de vacances passés sur la côte turque 20 ans plus tôt, avec son père Kaloum, qui a déménagé à Londres après sa séparation avec sa mère. On va suivre ce duo un peu décalé, mais très attachant. Sophie, 11 ans, petite fille joyeuse, en quête d'identité, et Kaloum, 30 ans, très jeune père donc, et en proie à un apparent profond mal-être. À travers ses souvenirs, Sophie semble chercher des réponses, tentant de réconcilier l'image qu'elle avait de son père avec celui qu'il était vraiment. Olivier, je te laisse introduire sur ce film qui t'est très cher. J'ai vu Aftersun. C'était complètement random. J'avais fait une nuit blanche comme d'habitude. C'est 6h du matin et j'avais vu que le Metascore c'était 95 sur IMDb. Wow. Donc j'ai décidé de le regarder. J'ai chialé ma race comme c'est pas possible. Au moins c'est dit. J'ai appelé shout out to Axel et Maxime et Tanguy aussi. Et j'ai dit il faut que vous regardez ce film. Et on l'a vu. Et donc Axel, Tanguy et Maxime, c'est des vrais mecs, tu vois. Ils sont solides. En viril. Oui, très, notamment Tanguy. Mais après ce film, on était tous en larmes. C'était le film, un des films les plus poignants qu'on avait vu et on en a parlé pendant des heures. Donc, c'est un film qui capture le deuil parfaitement, selon mon avis, parce que ça te donne cette impression. Tu as l'impression, après avoir vu ce film, d'avoir été peut-être dans les bottes du personnage de Frankie Corio qui s'appelle Sophie. Tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose d'extrêmement précieux. Parce que le film arrive... Charlotte Wells, la réalisatrice et la scénariste, arrivent à juste parfaitement créer et produire quelque chose qui est assez paradoxal. C'est pas simplement... En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas simplement un film sur le deuil. Il est le deuil incarné. Par le biais d'une autopsie de la mémoire. La mémoire et le deuil sont inséparables. Si tu n'as pas la mémoire, tu ne peux pas être en deuil. Parce que tu ne peux pas te souvenir de ce que tu as perdu. Et ainsi, Wells va explorer la mémoire pour capturer l'essence du deuil. Donc le film confronte un paradoxe fondamental, c'est comment filmer ce qui échappe à la visibilité, ce qui se définit par, d'une certaine manière, l'absence. Donc le deuil, à l'instar de la mémoire, fuit la caméra, il ne laisse ni trace, ni référence stable, vraiment. Et Wells, en plus de ça, c'est ça le génie du film, ne résout pas ce paradoxe. Elle le fait moteur même de son film. Alors, je vais commencer par dire que comment est-ce qu'elle capture cette mémoire. Et c'est que Wells va rejeter la cohérence narrative classique au profit d'une structure qui est à la fois fragmentée et récursive. Et c'est similaire à ce que le philosophe qui a beaucoup parlé de cinéma, Deleuze,
avait parlé, c'est le time image, où la causalité linéaire est abandonnée au profit des disjonctions temporelles. Les tentatives de Sophie adulte pour reconstruire les derniers jours de son père, spoiler, c'est ok si on spoil? Ok, cool. Ne révèlent pas juste souvenir, mais une forme d'archéologie, une archéologie cérébrale. Et la mémoire n'est pas une ligne continue, mais un montage d'échos. Ainsi, la forme du film va capturer le réalisme de cette expérience, et c'est ça qui le rend aussi convaincant. Donc on peut prendre les séquences, il y a un leitmotiv qui est la scène dans la boîte de nuit, un peu le rêve. Totalement. Et on a des éclats de lumière stroboscopiques qui perturbent le flux narratif comme des ruptures psychiques, qui font aussi écho, mais je vais partir sur une tangente très petite, mais ça fait écho aussi aux origines du cinéma également. Oui. Mais ça c'est du caviar mental que je vais mettre à côté. Donc ce ne sont pas des flashbacks, que des flashbacks, mais des dislocations, des espaces où le deuil abolit le temps. Le stroboscope ne révèle pas, il efface d'une certaine manière. Et dans ces ruptures, l'image de son père, Callum, joué par Paul Mescal, est une absence vacillante, l'équivalence cinématographique d'un liquide ou d'un sable qu'on essaie de tenir dans sa main. Pour capturer visuellement cette chose, cette émotion, cet état qui est complètement invisible, on va utiliser plusieurs manières d'enregistrement. Similaire au Super 8 dans Paris, Texas, le personnage de la fille, de Sophie, va utiliser le caméra mini-DV. Et souvent, on a également des reflets dans un miroir qui n'est pas random. Et ça devient... Je pense que Wells fait un commentaire sur l'impossibilité du regard lui-même. Sophie filme son père, essaye de le capturer. Mais l'objectif ne capture que les surfaces, comme son qualia, son image d'enfance, qui est un peu naïf et innocente, même si elle est très précaire et mature. Et comme la caméra, elle ne peut que voir véritablement la surface et ne peut pas comprendre le deuil. Sa vision de son père, c'est pareil que la caméra. On ne peut pas... La caméra n'est plus révélatrice. En fait, c'est une barrière, une fragmentation de la réalité même. Donc tu veux dire que si tu te remémores le moment et que tu le réanalyses d'après tes souvenirs, t'en tireras plus d'informations que si tu revois et revois la vidéo en boucle. Ouais. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Une vidéo, par exemple, on peut le re-regarder, et c'est ce qu'elle fait dans la scène finale. On peut voir les micro-expressions, on peut voir ce que nous avons oublié. Mais dans la vidéo elle-même, dans le film lui-même, on voit que le visuel. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de Caleb, et c'est ça son problème, c'est que il refoule toutes ces choses-là. Et donc, être dans sa présence et ainsi avoir la mémoire peut nous faire comprendre. Le problème, c'est que Sophie est une enfant, elle a 11 ans. Donc, elle ne peut pas comprendre ça. Et c'est ça qui fait... c'est ça qui fait le paradoxe. Et donc, Wells va prendre cette problématique, ne pas le résoudre et rendre ça son film en lui-même. Ok. Yeah. En fait, ouais, ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est que on va très bien mettre en scène, je trouve, à la fois la perception de Sophie et à la fois la perception de Callum dans parfois les mêmes plans. Et donc, par exemple, la scène du karaoké, Sophie va le vivre comme quelque chose de juste pas cool du tout de la part de son père qui veut pas participer. Et Callum va juste le vivre comme un truc absolument angoissant parce qu'il est visiblement pas bien du tout, potentiellement en dépression et
vraisemblablement suicidaire si on s'en Ouais. tient à la fin. En tout cas, je pense qu'il y a peut-être plusieurs interprétations, mais c'est comme ça que toi, Olivier, je pense que tu l'interprètes. Oui, la majorité des gens l'interprètent comme ça. D'accord. Ouais, ouais. Mais je pense que, bon, c'est peut-être la théorie qui prévaut. Mais donc les deux perceptions sont vraiment exprimées. Mais Sophie réussit à se mettre dans la peau de son père à la fin, enfin une fois qu'elle est adulte, et une fois qu'elle a l'âge de son père, et qu'elle est en âge de comprendre. Donc ça, c'est tout à fait ce que tu viens de dire. Donc c'est ça qui est assez passionnant, et c'est ça qui met en avant visuellement la façon de représenter le deuil dans ce film-là. Mais tu penses qu'elle a réussi à se mettre véritablement à la place de son père, à le comprendre? Parce que le film, en tout cas, ne l'exprime jamais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle essaye, elle comprend mieux son père à 31 ans qu'avant, forcément. Elle l'a jamais mieux compris que maintenant. Ouais. Et en tout cas, elle essaye de toutes ses forces. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, toutes les scènes où effectivement elle est dans cette espèce de boîte de nuit surréaliste, stroboscopique, qui est pour moi l'espace... je sais pas si c'est vraiment un espace qui est censé représenter le monde des morts ou quelque chose comme ça, parce qu'elle visite pas forcément le monde des morts, mais c'est un espace en tout cas mental. Et c'est l'espace mental du mal-être profond de Kaloum. Et si elle arrive à pénétrer cet endroit, c'est qu'elle a connu... qu'elle est très très proche, quoi. Néanmoins... c'est qu'elle a connu le mal-être, c'est qu'elle sait ce que c'est. Ah oui, 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 elle connaît sûrement le mal-être, mais néanmoins, quelque chose d'intéressant dans cet espace visuel, c'est que quand tu as ces flashs, il y a des moments où on voit qu'elle le pardonne, et il y a des moments où elle est en rage contre lui. Ouais. Donc, elle est quand même dans un état d'ambivalence. Donc encore dans le deuil, en fait. Encore dans le deuil. Et la raison pour laquelle, je pense, Wells n'a pas donné de solution, n'a pas donné de moment cathartique, c'est ça. C'est que ça permet en fait à nous de ressentir le deuil. C'est le manque de connaissances qui véritablement fait la douleur. Parce que peut-être, il y a énormément de messages, mais une des messages, c'est que ce qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi est-ce que ce n'était pas assez. On a passé tellement de bons moments ensemble. Pourquoi est-ce que tu as dû me quitter? Ce qu'on avait était tellement bien. Et c'est ça qui fait en sorte que cette confusion, cette frustration, et néanmoins une certaine compréhension, parce qu'on peut imaginer la raison pour laquelle il est tellement déprimé, c'est que Callum il pense qu'il est un raté. Absolument. C'est le fait qu'il n'arrive pas à avoir un business, il est nul avec l'argent, il est immature d'une certaine manière, c'est un peu un enfant, et on va parler de ça dans le plan, mais il a tellement peu d'argent que quand il trouve une clope par terre, il va le prendre et il va le... genre... Il jette des bouts de papier sur la scène comme un gosse en fait. Donc, c'est un peu marrant. Exactly. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle il y a un moment où Sophie va rejoindre tout le monde pour lui chanter Happy Birthday. Oh non, elle chante For He's a Jolly Good Fellow. Oui. Et pour elle, et pour elle, dans sa vision, c'est super. Mais pour Callum, c'est la pire des choses. Il est pas bien. Il est pas bien du tout. Il est vraiment pas bien. Il est gêné. Et c'est intéressant parce que, bon, il est à poil, il est de dos, et c'est pas quelque chose que Sophie aurait pu voir. Enfin, ça serait assez alors, bizarre. tu parles, juste j'éclaircis, tu parles du plan, donc où on a un espèce de contre-plongée sur Kaloum qui regarde la scène avec tout le monde qui lui souhaite un joyeux anniversaire, et on a une surexposition de lui de dos allongé sur le lit, dans une situation de mal-être. Ça fait un fade, donc on est de sa perspective, c'est qu'elle l'a vu en contre-plongée, c'est sa perspective. Oui. Ensuite, on voit une perspective qu'elle n'aurait pas pu avoir. Je ne pense pas qu'elle était dans la chambre quand son père était nu en train de pleurer. Oui. Ça, c'est une reconstruction de son imagination. Donc, on a la caméra qu'on filme, on a le mémoire et on a l'imagination, ce qui est elle qui essaye de comprendre. Et c'est là où ça prouve dans le sous-texte. C'est incroyable comment on utilise la théorie de l'iceberg. C'est qu'on comprend que Sophie, adulte, réalise ce qu'elle a fait. C'est que Caleb ne pensait jamais qu'il allait arriver aux 31 ans. Et c'est ça qui lui rappelle. J'ai 31 ans, je suis encore plus un raté. J'ai plus 22 ans, je n'ai plus d'excuses. Ouais. Il y a plein de gens dans cette situation de peur de vieillir, parce qu'en fait, tu vieillis pas juste. Enfin, tu restes la même personne, mais le temps passe, quoi.
Ouais, t'es censé cocher des cases que tu coches pas forcément au D'avoir moment. la responsabilité alors que t'es immature Ouais, aussi. ouais, bah là en plus il a une sacrée responsabilité puisqu'il a une fille. Il a un gosse. Et qu'il a visiblement eu genre quoi, 19 ans, donc très tôt. Il est très très jeune. Et c'était peut-être pas forcément prévu, c'est pas forcément comme ça qu'il prévoyait son avenir. Donc à 30 ans, peut-être qu'il se voyait même pas père. Enfin, c'était peut-être pas un objectif de vie que d'avoir des enfants. Donc tu sens que. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début, la perte de contrôle. Tu vois, il a fait. Du coup, lui, il fait aussi le deuil de sa propre existence qui sera pas sur le plan qu'il avait imaginé. Elle a fait le deuil de son père. Et comme dans Paris, Texas, faire le deuil de sa propre erreur, en fait, encore une fois, une perte de contrôle. Ouais, c'est ça. Complètement. Mais c'est vrai, au point de vue de mise en scène, genre il arrive aussi à nous reconstruire ça, reconstituer ça, du fait de l'incompréhension, on ne comprend pas, on sait on sait qu'il va pas bien, mais on ne comprend pas parce qu'en fait, les 3/4 du film, la majorité du film, on prend quand même le point de vue de Sophie, mais tu prends aussi le point de vue de Callum en ayant un recul. Et ça nous permet justement d'avoir une frustration de ne pas comprendre ce qu'il a parce qu'en fait, la réalisatrice veut nous le montrer, mais nous dit pas ce qu'il a dans la tête, ne nous dit pas ce qu'il pense. Et ça, elle effectue ça avec des plans, tout simplement, avec des plans séquences. Justement, par exemple, quand Sophie se couche, ou justement, ça aurait pu s'arrêter là. On pourrait passer très rapidement à la séquence suivante, et ce qui aurait été fait de manière normale, avec un découpage classique. Et bah non, tu continues, tu suis Callum, et c'est pas tu suis, tu comprends qu'il va pas bien, tu t'arrêtes, tu vas rester longtemps ici, tu vas comprendre, tu vas devoir comprendre sa souffrance, tu vas devoir la ressentir. Mais par contre, tu restes à l'extérieur de la chambre. Tu restes dans la chambre de Sophie. Tu vas pas aller avec lui. Il y a un rideau. Quand par exemple il va mal, bah on sait qu'il va mal, on le voit crier, on le voit hurler, on le voit souffrir. Mais il va rien dire, on sait pas ce qu'il pense. Et c'est ça qui est très troublant et très bien fait, c'est de nous emprunter les deux points de vue, mais d'avoir la frustration d'avoir un recul sur le point de vue de Callum en ne comprenant pas ce qu'il ressent et ce qu'il pense tout simplement. Et ça, d'un point de vue mise en scène, c'est très très bien fait, je trouve. C'est intéressant parce que je vois plein de liens avec Paris, Texas pour After Sun, comme il y avait beaucoup de liens entre Her et Ghost Story finalement. Les films se recoupent pas autant sur les thèmes que j'avais imaginés. Donc d'un côté l'amour, de l'autre la mort, parce que j'ai l'impression que dans tous on parle d'amour et de mort finalement. Mais au départ, Olivier, tu parlais du coup de l'opposition entre l'image filmée de Charlotte. Enfin oui, finalement de Charlotte, et l'image filmée de Sophie. Et on revient aussi, je trouve, à cette espèce d'opposition qu'il y avait dans Paris, Texas, entre effectivement d'un côté le désert qui représente l'ancien temps, d'une certaine manière, et le néon et cette espèce de boîte de nuit avec des escort girls qui représentent l'avenir, entre guillemets, mais voilà. Là, on a ça aussi, quoi. On a cette image très numérique et cette image presque argentique de chaque côté qui montre aussi le gap de génération et donc l'impossibilité pour les deux de se comprendre et de pouvoir se traduire. Et encore une fois, ce problème de communication dont tu parlais tout à l'heure, Dorian, ça c'est un truc qui revient vachement. Donc j'ai l'impression qu'on peut peut-être se diriger là vers la conclusion. Il y a pas mal de trucs à dire. Sauf si vous avez autre chose à ajouter, Gauvin, peut-être que tu voulais dire quelque chose sur After Sun. Non, du tout. Je trouve que c'était beaucoup plus complet que tout ce que j'aurais pu dire. Ah oui, aussi tu as parlé de capture de deuil. Et tu as très bien parlé avec le caméscope. Et je trouve qu'il y a un autre film qui utilise ça, des outils pour capturer le deuil, c'est Ghost Story. Ghost Story utilise un deuil, mais qui n'est pas dans l'image. Qui est à plus ou moins à l'extérieur de l'image, c'est le format. En fait, le format 4/3 de Ghost Story va permettre d'être une capture d'image. Parce que c'est pas juste un 4/3. Déjà, 4/3, ça rappelle quand même à l'image, un format carré. Et c'est pas juste un 4/3 normal. C'est pas pour rien qu'il y a eu des arrondis. Il y a des petits arrondis sur les bords. C'est pour nous rappeler à l'image, pour nous rappeler au présent, à la capture de l'instant. Comme par exemple, on le capture de l'instant avec After Sun, avec ce caméscope, qui est la seule source pour garder, pour imprégner, pour immortaliser le temps. Et je trouve que ces deux réalisateurs ont vraiment... Je trouve que c'est très intéressant de trouver des outils un peu ludiques comme ça pour nous rappeler qu'ils peuvent... Enfin, ils pensent que c'est nécessaire quand même de trouver des outils pour pouvoir capter le temps pour que certains puissent faire leur deuil. Parce que c'est vrai qu'avoir des images pour Sophie de son père, bah, ça peut l'aider, ça peut la rassurer, ça peut lui faire du bien, sans forcément que ça contribue de fou à achever son deuil. Mais avoir des outils comme ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Ouais. Là, je vous propose qu'on fasse une petite conclusion, parce qu'on a dit beaucoup de choses. J'ai peur qu'on oublie des trucs tellement il y a de sujets qui ont été abordés, mais bon, classiquement, et ça c'est sans surprise, on a parlé de solitude, d'accepter la souffrance, de vivre avec la souffrance, de réussir à
passer au-delà sans forcément l'oublier, sans forcément que ça soit derrière soi. Mais dans tous les films, il y a cette notion de barrière, cette notion de déni, mais visuel, enfin même parfois matériel. Enfin, dans Paris, Texas, on a cette vitre en plexi, quoi, tout simplement. Dans Aftersun, on a la caméra qui fait vraiment office de barrière, qui barre justement la communication, comme tu le disais très bien, Dorian. Dans Ghost Story, il y a juste cette impossibilité pour le vivant de voir le mort. Et dans Her, tout simplement l'absence charnelle en fait du personnage d'intelligence artificielle. Samantha n'existe pas physiquement. Donc il y a cette notion-là de barrière, je trouve, qui est très intéressante et qui est représentée soit physiquement, donc visuellement dans le film, soit d'un point de vue sonore. Donc ça passe toujours par quelque chose de de proprement cinématographique. Et donc ça, je pense, c'est peut-être l'élément clé qui représente vachement bien le deuil dans ces 4 films-là, même s'ils abordent des sujets plus ou moins différents, mais toujours l'amour et la mort. Et moi, j'avais noté un autre truc. Je trouve que plus simplement encore que l'amour et la mort, c'est la perte de manière générale qui est représentée, puisque dans les 2 cas, il y a un attachement à une personne, où du coup, il y a cette perte de contrôle, comme tu disais beaucoup, Olivier, soit vis-à-vis de la rupture, soit vis-à-vis du décès. Et du coup, pour parler de deuil, en fait, on peut parler de n'importe quel sujet, notamment le fait d'avoir fait une erreur dans le passé et de faire le deuil de cette erreur, comme dans Paris, Texas, etc. Puisque le deuil, c'est littéralement là la perte, quelle qu'elle soit, même d'un être vivant, ou alors de ses propres moyens, du coup. Ouais. Je sais pas si vous avez d'autres éléments de réponse à ajouter à la problématique. Bon, c'était une conclusion peut-être très courte. Ouais, mais au moins efficace, je crois. Mais effectivement, il y a des choses qui ont été abordées directement dans l'analyse des films. Donc, Gauvin, je sais pas si tu as autre chose à dire. Quelque chose Je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait de cette conclusion. Ah ouais ? Un peu courte. Parce qu'en fait, on a parlé tellement de choses super intéressantes. Et je trouve qu'on rend pas hommage à tout ce qu'on a pu dire. Notamment, Olivier, tu nous avais parlé, alors certes, de la perte de contrôle, mais tu nous avais aussi parlé de cette différence entre Paris et Texas, dans Aftersun aussi, encore une fois, cet écart. Et je me dis que ça doit avoir forcément un lien entre, par exemple, le fait que 2 personnes qui se séparent se mettent à vivre dans 2 lieux différents, une personne qui meurt va apparemment potentiellement dans un autre lieu. Et je me dis, le deuil, c'est aussi peut-être simplement ne pas pouvoir accéder à cette autre facette, à cette autre... pour le désert, impossible d'accéder au néon, pour le néon inversement. Et j'ai l'impression qu'au-delà de cette perte de contrôle, il y a aussi le désir de réunir les 2 mondes, ou alors au moins de pouvoir accéder à l'autre monde, quoi, quelque part. Comme certaines personnes vont, dans la mort de quelqu'un, essayer de le recontacter avec Tableau Ouija et compagnie. T'as ce truc de vouloir absolument recontacter et réatteindre l'autre monde ou les réunir. Je pense que les taoïstes ont très bien compris le monde avec le yin et le yang. Dans la mesure où le fait d'être séparé parce que absolument, avec le deuil, c'est complètement en analogie avec la séparation. C'est quelque chose que tu aimes qui est arraché de toi. Mais ça fait en sorte aussi qu'on réalise à quel point cette chose était importante. Donc on l'a encore plus au sein de nous, donc le yin et le yang. D'une certaine manière, yeah, absolument. Et donc il y a une véritable beauté dans le deuil, et je dirais même que on n'a pas besoin du deuil pour apprécier quelque chose ou quelqu'un. En revanche, je ne pense pas qu'on peut véritablement apprécier quelque chose ou quelqu'un s'il n'y a pas un risque de perte et de deuil. Parce que les meilleures choses ont une fin. Well, c'est pas nécessairement la raison, c'est que l'antipode existe. C'est un peu comme la question, on peut se dire, est-ce que tu peux avoir de la vertu si tu n'es incapable de pécher ? Si tu es incapable de faire quelque chose de mauvais, est-ce que véritablement tu as de la vertu ? Si tu es fidèle à ton partenaire, est-ce que tu es véritablement fidèle si personne d'autre veut coucher avec toi ? Ouais, je vois si tu n'as pas d'autres options. You know what I mean ? Et donc le fait que l'existence même du deuil, et le fait que c'est un risque, le fait que c'est une conséquence, rend cette potentielle douleur intensifie et même édifie le bonheur. Et je pense que ces 4 films ont tous
vu le deuil sur ces différents angles et j'ai trouvé ce podcast absolument fascinant parce que ça fait véritablement réfléchir. Bah, je trouve que c'est beaucoup plus clair du coup vis-à-vis de cette conclusion. Donc on a un équilibre et cette séparation qui réunit finalement. C'est beau, c'est très beau. Mais ouais, je sais pas si vous aviez d'autres trucs à ajouter, Dorian. Bah, tout a été dit, je crois. Tout a été dit. Gauvin, t'as quelque chose à Parfait, dire? c'est parfait. Super. Bon bah, en tout cas, merci beaucoup Olivier d'être Merci, venu Olivier. nous abreuver Trop de tes intéressant. connaissances Très intéressant. Merci de sur tous m'avoir ces accueilli. films, et notamment sur Aftersun, parce que je savais on en a beaucoup parlé d'Aftersun, Oh, yeah. mais t'as réussi à m'apprendre de nouvelles choses sur le film, comme quoi. Ouais, je te jure. Ok. Alors qu'on en a parlé longuement, hein. Donc c'est que t'avais Ok. encore pas mal de trucs en réserve Yeah. sur Thank you. le film qui finalement permet une réflexion sans fin. Donc voilà, merci beaucoup, merci, Merci à toi, merci tout le monde comme d'habitude, c'était super. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté. Donc on fait un épisode en public au Chaplin le vendredi 28 février à 18h30, 19h30. C'est fou ça. Je l'ai pas sous les yeux, 19h30 19h. 19h, donc à 19h, donc Alors, projection. on le fait plus ça, du coup 20h30, Ouais. mais on a la projection préalable. C'est ça. Donc projection du film L'étrange pouvoir de Norman à 19h et nous on enregistre donc l'épisode juste après. Donc un épisode sur les films de zombies et on a d'ailleurs les films maintenant, donc on peut le dire parce qu'on les avait pas la dernière fois. Donc on va parler de I Walked with a Zombie de Jacques Tourneur, on va parler de 28 semaines plus tard de, tu sais, Le réalisateur, je C'est l'ai un pas. espagnol, je crois. 28 semaines plus tard. Et Dernier train pour Busan, donc le film coréen de zombies. C'est ainsi Almodovar, qu'Evin- je pense. C'est Almodovar, ça doit être ça. Sorry. Et donc L'étrange pouvoir de Norman, qui sera donc le film choisi par notre invité, qui sera donc Kevin, qui travaille au Chaplin. Et Qui est le donc, programmateur du Chaplin. qui est donc le programmateur du Chaplin. Voilà, donc on a très hâte de vous y voir et de faire cet épisode-là très particulier. Voilà, bah à bientôt. Bah, merci. Hein. Allez, À bientôt. Et on espère vous Merci. voir nombreux et on vous fait des bisous. Et bisous. Bisous. Thank you.